Ce qui est important dans la pratique du journalisme, c'est la relation de confiance qu'on établit avec ses lecteurs. Ce qui est important pour un journal, c'est la relation de confiance qu'il établit avec l'ensemble de ses lecteurs. Et pour le journaliste individuel, c'est la relation de confiance qu'il établit avec ses lecteurs en tant qu'individu, parce que son éthique personnelle, ses comportements seront irréprochables, honnêtes, intègres. Et si je... Alors voilà, mais ce que je veux dire, ce qui est important, c'est que voilà quelle est la règle du jeu. Mais je l'explique la règle du jeu à mes lecteurs. Mais il y a une chose surtout qu'il ne faut pas oublier, et qu'on a trop tendance à oublier dans notre profession. Et c'est là, c'est par ce genre de comportement que l'on peut bien faire la différence entre le journalisme professionnel et ce que j'appelle le journalicule. Pour reprendre le terme de Paul Valéry, qui affichait comme ça son mépris pour les gens qui, sous prétexte qu'ils ont la plume facile, et un vecteur parfois pour l'exprimer, se permettent de critiquer tout le monde en utilisant n'importe quel argument. Les journalicules, un terme que j'aime beaucoup. Donc, ce qui est important, c'est que notre privilège à nous, en démocratie, c'est que nous avons le droit, et c'est ce qu'attendent les gens. Les lecteurs attendent de nous, qui sommes des intermédiaires entre les gens et les pouvoirs en général. Ils attendent de nous que nous exercions pleinement notre rôle de contre-pouvoir. C'est parce que nous sommes en contre-pouvoir vivant, au service du droit des gens à recevoir une information honnête, que nous revendiquons le droit d'interpeller nos concitoyens, nos élus, nos notables, les pouvoirs, qu'ils soient politiques, économiques, financiers, sur ce qu'ils font. C'est notre privilège. C'est en cela que nous sommes des acteurs sociaux. Vous voulez dire que finalement... Ce que je veux dire, c'est que j'interpelle l'homme politique. Et pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne le fais pas? Je dis ça, ce que tu fais, pour moi, ça c'est indigne. Ça, c'est pas bien. Non, notre métier, dans notre métier, il y a ce privilège qui nous est accordé par le peuple, finalement. Nous sommes des employés de la démocratie. Et c'est au nom, donc, de tous ceux qui composent la démocratie, toutes celles qui composent la démocratie, que nous passons notre temps à demander des comptes aux autres. Mais attention, si nous demandons des comptes aux autres, il faut que nous acceptions que les autres nous en demandent à nous-mêmes. Ce que je ne supporte pas chez les journalistes professionnels, c'est qu'ils refusent la moindre autocritique, qu'ils refusent la critique non seulement de leurs confrères, mais la critique de leurs lecteurs. Moi, je suis journaliste, j'ai la chance de pouvoir dire ce que je veux sur vous, sur n'importe qui, si j'ai envie de le dire. Mais je reconnais à quiconque le droit de me critiquer de la même façon. Et si un lecteur me critique, je lui reconnais le droit de s'exprimer dans les colonnes de mon propre journal. Et s'il a raison, je reconnais que c'est lui qui a raison et que c'est moi qui ai tort. Si je me trompe, je suis le premier à reconnaître que je me trompe. Si je me laisse manipuler, instrumentaliser, ça peut arriver à tout le monde, hein, d'être instrumentalisé, d'être fourvoyé, conduit en erreur par des gens qui ont intérêt parfois. Il y en a beaucoup aujourd'hui d'experts en désinformation. Mais si je suis instrumentalisé, si je sais, je reconnais. Et je le dis à mes lecteurs. Il faut donc que nous acceptions donc que nos lecteurs et que les autres nous demandent des comptes sur notre façon de faire notre métier. Pourquoi tu as écrit ça? Pourquoi tu n'as pas écrit ça? Tu critiques toujours cette entreprise-là, mais pourquoi tu ne critiques jamais, si tu fais du journalisme économique, cette entreprise? Pourquoi? Parce que celle-là qui te fournit de gros budgets de publicité, tu la critiqueras jamais, tu ne feras jamais aucune enquête sur elle? Ah oui, il faut être capable d'avoir une réponse honnête à ce genre d'interpellation. Donc je suis donc là-dessus. Ça relève beaucoup de l'éthique, il faut le dire. D'accord. Est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire? Sont bonnes à dire. Oui, sous réserve que le fait de la dire ne mette pas en péril la vie de quelqu'un. Je prends un exemple très clair. Toutes les vérités sont bonnes à dire parce que nous sommes professionnellement des diseurs de vérité. Mais, dans l'exercice de notre métier, nous avons besoin, pour être mieux informés que d'autres, d'avoir des sources. Et si on arrive à avoir des sources personnelles, il faut faire en sorte de les protéger. Je prends l'exemple du traitement du terrorisme, qui est un sujet difficile. Il y a 3 règles quand on me demande s'il y a une façon correcte de traiter journalistiquement des sujets relatifs au terrorisme. Moi, je m'en tiens à 3 principes, 3 règles. Premièrement,
le terrorisme, où qu'il soit, enfin, quelles que soient ses formes, s'il existe, c'est une réalité qu'on ne peut pas cacher. Donc ça existe, il faut en parler. C'est pas en faisant semblant de nier son existence, ou en essayant de minimiser, non. Notre métier, c'est de dire ce qui est. S'il y a du terrorisme, quel qu'il soit, il faut en parler, ça fait partie des vérités à dire qu'il faut rapporter. Deuxièmement, il ne faut quand même pas être dupe. Le journalisme professionnel n'a pas vocation à se faire la caisse de résonance de quelque terrorisme que ce soit. La relation est toujours difficile dans le traitement de ces sujets. Vous avez besoin d'avoir des infos. Si vous êtes un bon journaliste professionnel, vous essaierez d'avoir des infos à la fois chez ceux qui combattent le terrorisme, l'armée, la police, mais vous essaierez, pour être le mieux informé, d'avoir des contacts avec les gens qui sont peut-être susceptibles, qui ont eux-mêmes des contacts avec la mouvance terroriste, ou qui sont proches, qui sont les intermédiaires, et vous essaierez de nouer des contacts avec ceux qui vous donneront des choses. Je me suis retrouvé dans ce genre de situation à l'époque où il y avait une situation insurrectionnelle dans cette ancienne colonie française qui était la Nouvelle-Calédonie, dans les années 83-84, où j'étais le seul journaliste français à avoir noué depuis longtemps, parce que j'étais sur le terrain des contacts avec les militants kanaks socialistes qui militaient pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie à ce moment-là. Et donc, la précaution à prendre, c'est que ne jamais donner d'informations qui puissent mettre en péril votre source, qu'il s'agisse d'une source de police ou d'une source liée à la mouvance terroriste. Ça veut dire que si, grâce à une source, vous savez qu'il va y avoir une opération antiterroriste ou de police dans tel ou tel secteur, et si, en publiant, vous donnez des détails qui peuvent mettre en péril la vie de fonctionnaires, ben là, vous sortez de votre rôle. Et à ce moment-là, vous aurez un poids sur la conscience. Pareil, s'il s'agit d'une source proche du milieu terroriste. Il vaut mieux s'abstenir dans ce genre de situation. Dans ces cas-là, quand on écrit, on pèse le poids de sa responsabilité sociale. Et dans ces cas-là, il vaut mieux ne rien dire, quitte à utiliser ça plus tard. L'accès aux sources est un droit fondamental. Dans toutes les chartes, il est écrit que nul pouvoir n'a le droit d'empêcher le journaliste d'accéder aux sources. Donc, une fois que j'ai dit ça, je n'ai rien dit, puisque vous, si vous avez affaire à des sources hermétiques, il faut essayer de les contourner, ou il faut dire... Là, l'attitude la plus professionnelle, c'est de prendre à témoin ses lecteurs. Dire, voilà, j'ai une enquête à mener, voilà où je suis arrivé dans mon travail d'enquêteur, je bute devant telle source, et je vous dis de quelle source il s'agit. Et je laisse des preuves. J'écris aux gens, je leur envoie des mails, pour prévenir les procès. Hein? Non seulement je dis à mes lecteurs, j'ai essayé de contacter un matin tel, mais il a refusé de me répondre, mais je laisse des traces écrites dans mon courrier, dans mes mails, ou ailleurs, des tentatives de contact. De la même façon que si une enquête vous amène à impliquer une personnalité, une société dans un scandale quel qu'il soit. Avant de publier quoi que ce soit, il faut toujours essayer de donner la parole à la personne que vous allez critiquer, ou la personne qui est mise en cause. On ne met jamais en cause qui que ce soit, ni sur le plan individuel, ni sur le plan collectif, sans avoir au préalable fait tout ce qu'on peut pour lui donner la parole. Et s'il ne veut pas répondre à vos questions, on le dit au lecteur. Nous avons à plusieurs reprises tenté d'interviewer ce ministre, etc. Il n'a pas voulu nous répondre. Et le lecteur, il sait à quoi s'entretenir. Et il sait comment vous travaillez. Voilà comment je conçois les choses. Et puisqu'on est dans les secrets, est-ce qu'un journaliste a le droit d'avoir un ami, ministre, député, quelqu'un qui est un peu dans le sérail? Est-ce qu'on a la possibilité de se lier en amitié avec ce genre de personnes, tout en sachant que lors des rencontres, il peut y avoir des informations un peu dangereuses? Le mot amitié ne convient pas. D'accord. Il n'est pas possible pour un journaliste professionnel. Vous pouvez avoir de la sympathie pour certaines personnes. C'est là que je veux dire, c'est là qu'il est nécessaire de garder de la distance vis-à-vis même des gens qui vous inspirent de la sympathie et pour lesquels même vous pourriez avoir de l'amitié. C'est-à-dire qu'il y a dans les comportements et dans l'éthique professionnelle, il y a des barrières à ne pas franchir. Ce sont les barrières, par exemple, de la vie privée. Accepter des déjeuners fréquents avec un homme politique pour avoir son sentiment
pour avoir ses analyses, c'est du journalisme professionnel. Accepter d'être reçu chez lui, dans sa résidence privée, dans sa famille, et parfois en vacances, là vous franchissez le pas. Là vous entrez dans l'intimité de la personne, même si c'est elle qui vous ouvre la porte. Et c'est là que vous risquez d'être piégé. Et c'est là qu'un jour, notamment avec le développement des nouvelles technologies, quelqu'un sur son portable aura pris une photo de vous à côté de la piscine du ministre. Et même si vous aurez été un journalisme intègre, honnête, et même si le fait d'avoir accepté participer à des réceptions privées ne vous a pas empêché de faire votre travail, vous serez suspect aux yeux de vos lecteurs, aux yeux de l'opinion publique. Chaque journaliste, il est comme la femme de César. Il ne doit pas être soupçonné. Pourquoi la femme de César ne doit pas être soupçonnée? Parce que c'est la femme de César, de facto. C'est aussi simple que ça. Je suis journaliste, donc je m'interdis la familiarité. Je m'interdis de participer à la vie privée, en quoi que ce soit la vie privée des gens que j'observe. Ce sont des insectes pour moi, je ne vais pas partager la vie privée. Pas de complaisance, pas de connivence. Ça n'empêche pas d'avoir de la sympathie. Et même, je vais vous dire, j'ai eu pendant un an une top au plus haut sommet de l'État qui m'a permis, dans le monde, pendant un an, de rendre compte, avec des citations entre guillemets, des débats qui avaient lieu dans le huis clos du Conseil des ministres à la présidence de la République. Et personne n'a jamais su qui c'était. Mon propre chef de service ne m'a jamais demandé qui c'était. Personne ne m'a jamais demandé qui c'était. J'ai jamais failli cette source. J'ai pu faire ça pendant plus d'un an sans que ni le président de la République ne cherche, qui avait tout compris, ne s'en offusque, ni sans que les ministres communistes qui étaient souvent concernés s'en offusquent. Tout le monde y trouvait son compte. Seuls mes confrères étaient furieux. Et je dois dire que ma bonne petite source a fait du chemin depuis, parce que ça s'appelait François Hollande. J'ai eu François Hollande comme top. Mais je dois dire, ce qui était sympa, c'était que le fait d'avoir noué avec lui, et là c'était une relation strictement professionnelle, mais nous nous en sommes toujours tenus à ça. Je veux dire que vous me posez la question, mais je me suis même jamais demandé, et maintenant, je me dis, après tout, comment se fait-il que tu sois jamais sorti de cette relation-là? Mais tout simplement parce que dès que j'avais mes notes, j'allais au journal faire mon boulot. Et tout ça, il ne m'a jamais invité, même, j'avais déjeuné en tête-à-tête avec lui, il ne m'a jamais invité chez lui, je ne connais pas sa maison, ni lui ni moi n'avons à ce moment-là éprouvé le besoin de sortir de ce jeu.